Tu vois, quand on parle de négrophobie, quand tu vas tenter de lire la définition de la négrophobie, on va te parler de peur, de haine ou d'aversion envers l'homme noir. Mais moi, je me pose la question, a-t-on peur de l'homme noir ou a-t-on la haine de l'homme noir? La haine, je ne sais pas pourquoi on aurait la haine, parce que dans la conscience collective, souvent le noir est vu comme quelqu'un de gentil, de conciliant, de souriant, il fait le show, il aime danser, il aime... Donc, je ne pense pas qu'il y a une haine du noir. Je pense plutôt, ni de la peur, je pense plutôt qu'il y a du mépris, de la déconsidération, c'est-à-dire qu'on ne nous considère pas. Je prends un exemple simple, terre à terre. Dans les quartiers populaires, en général, il y a deux types de personnes qu'on ne respecte pas, qu'on ne considère pas, qu'on ne regarde pas. Il y a celui qui ne prend jamais part aux actions illicites du quartier, qui ne bicrave pas, qui ne se tape pas, qui ne boit pas, qui ne va pas aux fêtes, qui ne marche pas comme une caïra, comme on dit. Il est pas dans tout ça. Il peut être là, il va jouer au foot avec les autres, mais il est un peu en retrait, tout ça, tout, parce que, tout simplement parce qu'il a une éducation et qu'il est conscient de certaines choses et que voilà, il ne veut pas avoir comme critère ce genre de choses-là. Donc il va se mettre en retrait. Ceux-là, on va les considérer comme des baltringues, des gens qui, ah, vas-y, c'est un bouffon, c'est tout. Donc c'est comme ça. Et puis, il y a un deuxième type de personnes qu'on ne respecte pas, c'est les anciens rois déchus. Ceux qu'on glorifiait avant, qui étaient dans la cité, qui participaient, eux, aux actions illicites, qu'on voilà, qu'on craignait parce qu'il était bagarreur, il était un peu fou. Voilà, c'était les critères de valeur auxquels tout le monde aspirait. Un jour aussi devenir grand comme lui, avoir comme exemple lui, le grand de la cité, la suite. Lui, t'as fait, lui, il tire, lui, il bicrave, lui, il a de l'argent, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Et très souvent, ces personnes-là, un jour, sa domination, sa pseudo-domination, pardon, elle s'arrête. Pour X raisons, elle s'arrête parce qu'il est dépassé par les générations qui viennent après. Et petit à petit, ils descendent dans l'estime des gens. Ils descendent, ils descendent, ils descendent, jusqu'à devenir des toxicos. Ils consomment, par exemple, ce qu'ils pouvaient vendre avant. Et puis, ils finissent devant les tabacs, devant les PMU, à gratter des 1 € pour acheter des cigarettes. Ce sont ces deux types de personnes-là. Pourquoi je fais ce parallèle-là? Dans le monde dans lequel on est, dans le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle nous sommes, on considère celui qui semble être, ou celui qui est financièrement, socialement, est posé, quelqu'un qui est lourd, on aime bien les gens qui ont de l'argent, ou bien voilà, qui représentent une puissance économique, c'est cela qu'on considère. Les quartiers, souvent, on appelle ça des microcosmes, mais ce sont en fait, comment on appelle ça? Des amphithéâtres de la vie. Moi, j'appelle ça des amphithéâtres de la vie. Ça veut dire que tu peux, à partir d'un quartier, visualiser le monde. Pas dans sa totalité, mais une bonne partie du monde. Comment il pense, comment il fonctionne. Et ces deux types de personnes que je t'ai pris là, en fait, ils me font penser à l'homme noir. L'homme noir est un ancien roi. Il a eu des empires, ils ont eu des empires, des royaumes, des grandes civilisations, des grands peuples qui ont fait énormément de choses. Mais c'est pas ça qui est dans la conscience collective des gens. Ça, c'est une époque qui, pour d'autres, est révolue ou d'autres n'existent même pas. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a autre chose qui a pris la place. C'est l'esclavage. 13-14 siècles d'esclavage avec les Arabes, 4 siècles avec les Occidentaux, 150 ans de colonisation, et c'est ça qui reste. Et pendant cette époque-là, pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour déshumaniser l'homme noir. L'homme noir était une bête sauvage, à explorer, à utiliser. On l'a moqué, on l'a piétiné. C'est-à-dire que pendant 14 siècles, pendant 400 ans, pendant 150 ans, l'homme noir a appartenu à une classe sociale la plus basse. Et quand tu appartiens à ce genre de classe sociale-là, eh ben on a tendance à faire quoi? À te piétiner. À te regarder de haut, à ne pas te respecter. Le racisme qu'il y a dans le Maghreb, parce qu'il y a du racisme dans le pays du Maghreb, je ne dis pas qu'il se comprend, mais il s'explique aisément parce que je viens de te dire là. Après, il y a un travail d'éducation à faire pour que les générations qui sont là comprennent que non. Mais naturellement, inconsciemment,
tous se sentent supérieurs. C'est inconscient. Ils se sentent supérieurs à l'homme noir. L'homme noir n'est rien par rapport... En fait, l'homme noir n'est rien dans la perception des autres. Il n'est rien. Il ne pèse rien. Et je note, dans les derniers événements qu'il y a eu, je vais le prendre, les deux événements. Quand tu prends les propos du décérébré, là, du mec de Cergy, qui a parlé à la femme noire, sa négresse, on ne vous touche pas avec un bâton, on vous a vendu comme du maïs pendant 800 ans, et tatati, et tatata, et tatata. Tu prends l'autre, le propriétaire du R&B, là, l'appartement, qui lui est dans le 16e, dans les quartiers UP, il va avoir les mêmes propos que celui-ci. Les mêmes. Pourtant, ils sont de deux classes sociales différentes. Ils ne se fréquentent pas. Mais l'autre, il va rajouter autre chose qui est vrai. De toute façon, on ne vous aime pas, on vous prend pour des cons. Il faut retenir ce terme-là. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a un problème avec l'homme noir. Mais maintenant, je te dis ceci. Qu'il y ait un problème avec l'homme noir dans leur perception, je m'en moque. Ça ne me dit rien, moi. Ça ne me dit rien. Par contre, qu'on ne se considère pas nous-mêmes, là est le problème. Et si on ne se considère pas nous-mêmes, les autres ne peuvent pas nous considérer. On est dans un monde animal, un monde dont l'homme, c'est-à-dire que n'a pas une pensée renouvelée ni réfléchie. On n'est pas dans un monde spirituel, on est dans un monde charnel avec des exigences charnelles, des désirs charnels, où chacun veut briller, chacun veut dominer. Et dans ce genre de société-là, c'est la loi du plus fort qui domine. C'est tout. Quand on ne veut pas voir ce côté-là, ou quand on ne veut pas reconnaître ce côté-là, on a tout faux. On va aller dans une analyse, on va faire des choses, bâtir des trucs là. Ça ne changera rien. Je te donne un exemple encore. Faire des films sur l'esclavage, c'est bien. C'est bien. Mais à la longue, finalement, eh ben, on continue d'alimenter ce statut d'esclave que nous ne sommes plus depuis. Au lieu maintenant de s'évertuer, de se donner la force de raconter l'histoire d'avant, parce que l'histoire des Noirs ne se résume pas à l'esclavage, ni au colonialisme. Et ça, dans la conscience collective, les gens, eux, quand tu parles de Noirs, ils parlent d'esclavage. Ils ne parlent pas de pharaon. Ils ne parlent pas de l'Empire malien, de l'Empire du Ghana, du Royaume Congo. Ils ne parlent pas des périples qu'il y a eu en Amérique, avant Christophe Colomb. On ne parle pas de ça. Or, les films aujourd'hui sont un vecteur, un moyen de pouvoir, faire apprendre à la masse autre chose, voir autre chose. Tu comprends? Et c'est là le problème. La communauté noire, est-ce qu'il y en a? Je ne pense pas qu'il y en a. Quand on parle de communauté, on parle des Juifs, on parle des Pakistanais, on parle des Chinois, on parle des Libanais en Afrique. Quand on nous vend ici, oui, nous sommes anti-communautarisme, nous sommes contre les communautés. Les Juifs, c'est une communauté. Pour moi la communauté juive, pour moi, c'est même une référence ultime. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec leur politique, la Palestine, c'est pas ça le problème. Ça, c'est un autre problème qu'on pourra parler un autre jour. Mais ils sont organisés, ils sont structurés. Parce qu'il leur est arrivé quelque chose aussi où il n'y a pas longtemps, on voulait les exterminer. Alors il y a un petit groupe qui s'est réuni, qui a pensé, qui s'est projeté, qui s'est organisé, structuré. Ils ont des commerces, comment on appelle ça là? Cachers. Ils ont des écoles juives. Qui leur casse les couilles? On n'a pas les crues. Qui leur casse l'entrecuisse? Personne. Qui va dire quoi? Personne. Mais on ne permet pas à ce que les Noirs fassent la même chose. Ah, c'est trop dangereux. Donc on va continuer à alimenter des conneries, des polémiques à gauche, à droite. Nous, on va tomber dans le jeu pendant que les autres se développent. J'ai fait 1 an au Congo, à Brazzaville, chez moi là-bas, au Bled. 1 an. Mais les Français sont entre eux. Des restaurants français, ils sont entre des centres équestres français, des trucs nautiques entre eux. Ils sont là entre eux, ils font les bails. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas avec les autres? Si, ils se mélangent. Mais ils ont leur base. Si demain ça ne va pas, ils ont leur base. Ils ont quelque chose. Nous, aujourd'hui, il y a quoi? Alors, il y a des gens qui se lèvent un peu aujourd'hui, qui essayent maladroitement, des fois pour certains, maladroitement, mais ils essaient de faire des choses, de créer quelque chose.
que je peux qu'encourager. Mais quand on parle de négrophobie, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'homme noir n'est pas considéré. Le racisme vient de là. Le racisme envers le noir, moi je dis, il vient de là. Aujourd'hui, l'homme noir ne pèse pas. Il ne participe quasiment en rien dans la société qui fait qu'on puisse le respecter. Comme celui qu'on ne considère pas dans le quartier, qui ne participe pas aux actions, aux mouvements de masse qu'il y a, il ne participe pas. L'homme noir, il participe en tant que consommateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des têtes, il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas de philosophes, qu'il n'y a pas de médecins, qu'il n'y a pas d'ingénieurs, qu'il n'y a pas de grands dirigeants lucides. Il y en a, mais qui ne sont pas mis en valeur. Et quand entre eux, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de structure véritable, l'homme noir n'est rien. Je te donne encore un exemple. Tu as vu les féministes là? Les féministes, souvent, il y a un mouvement, par exemple, quand les femmes étaient violées là-bas aux États-Unis, à Hollywood, tout ça, tout. Mais ça, ce sont des problèmes de riches, hein. C'est eux. Ça, c'est l'élite caucasienne. Ah, quand les femmes violées, ah là, ils réagissent tout de suite. Mais les millions de femmes qui sont violées au Congo, en RDC, personne n'en parle. Parce que quoi? Mais c'est des Noirs. En plus, ils se font violer sur une zone où? Une zone qui nourrit, tu vois, la plupart de la planète en termes de coltan, de diamants et d'autres. C'est-à-dire que tout le monde mange dedans. Au Congo, c'est-à-dire que tu as les États-Unis, tu as l'Angleterre, tu as Israël, tu as toutes ces nations-là qui prennent part au gâteau. Qui va parler des femmes violées? On a un docteur là, Mukwege, qui a été prix Nobel, qui a été nommé prix Nobel, qui en parle en vérité, en parle entre nous. Voilà. Tu le connaissais? Voilà. Enfin, toi, tu le connaissais, ça va. Parce que toi, tu t'intéresses. Ouais, et puis tu le voyais dans un dernier documentaire de Brut, là. Ouais. Ouais, qui sont allés au Congo, je trouve. Voilà, ouais. Par rapport aux mines. Voilà. Où des enfants sont exploités, où des gens se font massacrer. Tu comprends? Mais ça intéresse qui? Les femmes qui sont violées là-bas? Mais c'est des négresses, c'est des noirs. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On ne nous considère pas. Fais ça aux Juifs aujourd'hui. Même aux Chinois. Tu vas entendre parler du pays. Tu vas entendre parler du pays. Parce qu'ils sont assis, ils sont organisés, ils sont là, ils se font respecter. Ils ont perduré leur mémoire, ils ont fait perdurer leur mémoire, leur culture et tout ce qui va avec. Donc la négrophobie, pour moi, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la haine. Après, la haine, ça arrive à un autre stade. Parce que vraiment, c'est ouais, quand tu méprises, après le mépris, il y a la haine. C'est-à-dire qu'au-delà du mépris, il y a vraiment la haine que tu peux cultiver. Mais c'est d'abord le mépris. C'est-à-dire que la déconsidération, la déshumanisation de cette communauté-là. C'est ça le véritable problème. Quand tu entends le terme noir dans les langues de certains, c'est péjoratif. On dit de manière pédante, pouah, dégueulasse, c'est une aversion. On peut avoir de l'aversion, oui. L'aversion, ouais, parce que dans l'inconscient collectif, le noir, c'est celui qui, voilà quoi. C'était le marchepied de beaucoup. Le marchepied de beaucoup de gens. On marchait sur nos têtes. On nous a tués. Mais ça ne dit rien. Mais le fait que ça ne dise rien aux autres, en fait, moi, ça ne me dérange même pas. Parce que j'ai compris comment le monde fonctionne. Mais si cette communauté-là parvient à prendre conscience, à créer des synergies, à se structurer, à s'organiser, à investir en elle, à croire en elle, et qu'elle monte, et tu verras que le langage va changer. Le langage va changer. Je te prends un exemple, par exemple. On parle des Arabes ici, par exemple. Les femmes voilées, les débats à la con, là, qu'on aime bien diffuser pour aboutir encore la masse. Celles qui viennent d'Arabie Saoudite, là, ou des Émirats arabes, quand elles viennent sur les Champs-Élysées, ça ne dérange personne. Hein. On privatise même des boutiques pour elles. Elles viennent voilées, elles s'imposent. Qui va dire quoi? C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est Dieu sur cette terre. L'argent, c'est Dieu.
les politiques sont les prophètes. Les politiques sont les prophètes. Ils glorifient, ils rendent gloire, ils prêchent l'argent de manière différente. Mais ils prêchent l'argent. Ils prêchent la puissance économique. C'est tout. Tu veux te persécuter? Tu veux être pris en cible? Défie le système politique, défie le système économique, défie le système de la santé, les lobbies pharmaceutiques. Défie-les. Ils n'ont pas pour intérêt, de sauver des vies. Ça, c'est des conneries, tout ça. Ça, c'est des conneries qu'on raconte ça aux enfants pour qu'ils grandissent avec ça, mais c'est des conneries. Demain, tu as des pouvoirs de guérison, par exemple, avec le Covid qui est. Va dans les hôpitaux, impose les mains à tout le monde, guéris-les tous. On entend que, il y a un écho qui guérit les gens comme ça. Tu dois, guéris les gens. Mais tu ne fais pas les affaires des lobbies pharmaceutiques. On va te tuer, mon gars. Comme disait Despo, Despo à un moment, il n'y a personne qui peut faire la guerre à ces lobbies, etc. J'ai plus vraiment la phrase en tête. Ouais. Mais voilà, il n'y a personne, sinon tu meurs. C'est des trucs bien en place, c'est des trucs bien ancrés. Voilà pourquoi je dis que dans ce monde-là, dans ce monde animal, c'est la loi du plus fort qui régit. C'est-à-dire que tes lamentations, tes larmes, ton désarroi, ton désespoir, on s'en bat les reins. Je t'ai dit un truc actuel, les femmes violées, j'entends pas les humanistes là, les universalistes, je sais pas quoi, quel terme qu'on invente aujourd'hui. J'entends personne. Ça n'intéresse personne. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme d'humaniste. Je t'ai souvent dit, humaniste, ouais, tu peux être humaniste sans être humain. Tu peux être universaliste sans être universel en réalité. Parce que quand tu vas traiter un sujet, tu vas consciemment ou inconsciemment nier une partie des problèmes qu'il peut y avoir. Ou tu pourras pas prendre position réellement pour tout. Tu comprends? Non, on te fait dans un piège. Voilà. En tout cas, la négrophobie, c'est ça. Voilà, la négrophobie, comment je te l'explique, le pourquoi du comment, le pourquoi l'homme noir subit toutes ces choses-là. C'est tout ce que je viens de te dire là. Après le reste, on reviendra. Ça sera la première vidéo de Conscience Oblige. Le lancement. Et après le reste, on enchaînera sur d'autres thèmes.